Bonjour et bienvenue dans les Pas-de-Calais. Après nos 2 semaines de vacances scolaires forcées par notre cher ami Jean Castex, qui devrait s'abonner d'ailleurs, on va faire une petite review rétrospective sur les films d'Amblin. Les films d'Amblin, donc Amblin c'est tout un esprit, hein. C'est on va dire un cinéma de divertissement des années 80 qui a été initié on va dire par Steven Spielberg, parce qu'il faut un petit peu rappeler en introduction la création d'Amblin, c'est que ça a été créé en 1981. Steven Spielberg a choisi ce nom parce qu'il avait réalisé un court-métrage éponyme donc de même nom en 1968 et avec un logo qui s'inspire donc du vélo de E.T. Donc on voit Elliot et notre ami E.T. Elliot et E.T. La scène iconique quand il passe devant la lune et paf, c'est le studio. Et hop, c'est le logo. Et donc on fait un petit coucou à notre spécial extraterrestre gentil quoi. Voilà le truc, le seul de notre rubrique qui a bien buzzé. Ouais, celui-là il a bien marché parce que puis on vous en remercie quand même parce qu'on a quand même plus de 50 vues et pour nous ça représente beaucoup, hein. C'est énorme, faut le dire. C'est faramineux quoi. Mais revenons à nos moutons parce qu'on parle des moutons d'Amblin. Mais voilà quoi. Donc une société créée par Steven Spielberg, Kathleen Kennedy. Donc Kathleen Kennedy, la même qui aujourd'hui gère Lucasfilm et qui a fait des choix douteux sur la dernière trilogie d'ailleurs. Quelle trilogie? Et donc le troisième adhérent c'est Frank Marshall. Donc il faut savoir que Kathleen Kennedy et Frank Marshall sont associés aussi à Lucasfilm avec notre ami George quoi. Puis c'est une société qui a perduré, hein, qui après s'est développée et qui a eu des filiales, donc la fameuse DreamWorks SKG qui est apparue en 94, qui a produit bien sûr d'autres films de divertissement de Steven Spielberg. Mais Amblin existe encore aujourd'hui. Voilà, donc pour une première introduction, je vais pas trop m'étaler sur les origines. C'était un peu pour présenter le trait. Tout de suite, on va peut-être aborder une première grosse licence d'Amblin, c'est Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur 1 à 3, sachant que pour moi, c'est peut-être le 1 qu'on peut regarder à part, mais sinon, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans son ensemble. Ouais, ça doit être la plus grosse licence connue sous le nom d'Amblin, à mon avis. Effectivement, donc on peut rappeler que le premier épisode c'était en 85, le deuxième en 89, et que le troisième en 90. Donc c'est un peu comme le Matrix 2 et 3 et le Seigneur des Anneaux numéro 2 et 3, c'est-à-dire qu'ils ont été tournés simultanément ces épisodes, hein. Donc on a des histoires différentes, mais on a beaucoup de codes, je vais dire humoristiques qui reviennent dans les 3 épisodes. Notamment, je pense à cette scène du réveil, tu sais, quand Marty se rend compte qu'il est plus à la même époque, quoi. Ouais, à chaque fois que Marty se fait assommer, d'ailleurs, si tu regardes dans la chronologie, en 3 jours, il se prend quand même 3 commotions cérébrales. Mais sinon, à chaque fois qu'il se fait assommer, c'est le réveil. À chaque fois qu'il dit, mais non, on est bien dans cette bonne vieille année 1955, 1885 et puis après en 1885 et après on est bien au 17e étage. C'est ça, ouais. Donc voilà que, pour rappeler, est-ce qu'on va rappeler un petit peu le scénario? À la base, c'est que Marty est un jeune qui est plutôt cool, hein. Il est guitariste, il fait partie d'un groupe de rock, il maîtrise assez bien le skateboard. Il y a une petite copine qui s'appelle Jennifer. Il a des parents qui n'ont pas, sa mère est alcoolique, son père est pas très, très intelligent. Hein. Ouais, il se fait dominer par un type qui est assez brutal qui s'appelle Biff Tannen. Donc ça c'est pour poser un peu les bases de la première histoire. Ce qui arrive, c'est que Marty, il y a une relation qui est un petit peu atypique, hein, quand même, parce que t'as ce jeune qui est quand même ami depuis un certain temps avec un vieux savant fou, Doc Emmett Brown. Donc on rappelle quand même Michael J. Fox et puis Christopher Lloyd déjà. Et cet aspect un peu qui ressemble à Einstein, tu sais, physiquement complètement, quoi. Et puis comme tu dis, professeur fou, quand tu te fais la représentation visuelle du savant fou, c'est ça, quoi. C'est clairement Christopher Lloyd dans ça. Puis il est très bon dans son rôle. Il est excellent. Puis c'est un mec, Christopher Lloyd, j'ai encore vu il y a pas longtemps, on n'a pas l'impression qu'il vieillit, quoi, tu vois. Ouais, puis même quand tu le regardes, je crois qu'il avait tourné La Famille Adams aussi, qui faisait exactement. Ouais. Je veux dire, c'est toujours la même tronche, mais pas le même personnage. Donc il sait vraiment jouer les moboules. Hein. C'est ça. C'est toujours les mecs un petit peu siphonnés, quoi, quelque part. Ouais, siphonnés, puis que tu sais pas où ils vont. Tu sais, ils parlent de choses, ça vient même dans la série Malcolm, quand il a fait le père du père de Malcolm, même là, il était plié dans les... Ah, il joue dans... Il a fait un épisode et il jouait le père du père de Malcolm. D'accord. Donc je sais même plus comment il s'appelait, le père de Malcolm. Enfin, bref, de Christopher Lloyd, éminemment sympathique dans ce film. Michael J. Fox, un personnage attachant aussi. Donc il se retrouve un peu dans... il teste déjà la fameuse DeLorean, parce que c'est vraiment emblématique aussi comme véhicule, hein. La DeLorean, assez futuriste dans son design. La DeLorean qui a fait un beat commercial, mais à partir du moment où le film est sorti... Il y a tout le monde qui voulait une DeLorean. Ouais.
En plus, t'as cette espèce futuriste, notamment par les portes qui s'ouvrent vers le haut, là, tu sais. Les portes papillons. Ouais, exactement. Et puis donc, il y a cette fameuse DeLorean, elle est équipée d'un vecteur temporel, bien sûr. Et puis au début, convecteur temporel. Au début, convecteur temporel. Et puis il y a une espèce de réacteur nucléaire, tu sais, au début dans le. Ouais, au début, ouais. Donc il est plus ou moins obligé de voler du plutonium aux Libanais. Enfin non, c'est voler du plutonium pour faire une bombe pour des Libanais, et puis voilà quoi. Et donc il arrive tout un embroglio. Bon, Doc se fait descendre, on va dire. Par un concours de circonstances, Marty actionne accidentellement le voyage mécanisme temporel qu'il renvoie 30 ans en arrière, justement à 1955. C'est ça, à l'époque où justement Doc a eu la vision du convecteur temporel. Ouais, tout à fait. Et mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que il y a un autre accident qui survient et il se retrouve dans le rôle de son père. C'est-à-dire que sa mère est amoureuse de lui. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est que il doit rabibocher sa mère et son père. Et ça, sinon, il naîtra pas et il commence à s'effacer de la réalité. Il y a une espèce de paradoxe temporel qui s'est déjà dessiné, quoi. Je veux pas détailler non plus l'histoire. Bon, on sait qu'il y arrive de toute façon, mais il y a tellement d'épreuves et d'épreuves et de conflits avec, notamment avec Biff Tannen qui est tout jeune. Ouais, puis aussi beaucoup d'anachronismes, quoi. Quand il joue des musiques de hard rock en 1960. Les histoires des talkie-walkie dans les autres épisodes aussi, il était toujours des trucs anachroniques ou l'histoire du skateboard volant aussi dans le numéro 2. Ça c'est le 2, mais on va y venir après. Ils reviennent toujours sur des trucs anachroniques où c'est assez rigolo de voir en 1955 le mec jouer un bon vieux rock dans un truc alors qu'ils connaissent pas ce que c'est. Ouais, c'est vraiment du Chuck Berry, à l'époque c'était pas très connu. Je pense aussi à cette scène moi qui m'a fait délirer, c'est la scène où il rentre dans la chambre de son père, il est déguisé en combinaison jaune, il s'appelle Dark Vador de la planète Vulcain et il met le Walkman sur les oreilles. Et c'est du Van Halen dans le truc, tu vois. Justement, du hard rock, ouais. Du hard rock qui pète, quoi. Donc c'est violent pour l'époque, tu vois. Ouais, même quand il rentre dans la ferme des deux pins et que les croix c'est des extraterrestres, quoi. Il y a beaucoup d'hommages au film des années 50 finalement. Il y a énormément d'hommages. Bon, pas détaillé, mais il y a certaines scènes qui reviennent en fois. Il y a toujours notamment ce code de la poursuite avec Biff qui finit dans du fumier, quoi, tu vois. Toujours finir du fumier, même la scène de bagarre ça finit dans le fumier, mais je veux dire, t'as la scène de skateboard 1955 et la scène de skateboard 2015. L'overboard, Ouais, voilà, tu te dis, c'est copier-coller, mais tu t'éclates, quoi. Il y a quelque chose qui... Tu sais, il y a pas cette... Je trouve pas qu'il y a certes une certaine redondance, mais c'est tellement bien amené et tout ça que ça passe, quoi. Puis c'est pas filmé de la même manière, c'est ça le... Non, puis c'est autant dynamique, puis c'est pas toujours les mêmes mimiques, donc ça va non plus, quoi. C'est pas... La façon dont il s'en sort, c'est jamais la même chose. Donc à la fin, il revient et puis ça change complètement parce que son père a refait confiance en lui, il a sorti un beau livre, un roman, et donc du coup Biff se retrouve à nettoyer sa voiture, quoi. Donc Doc revient, donc Doc repart parce qu'il l'a sauvé par une espèce de lettre que Doc voulait pas lire au début, mais qu'il a lu, parce que bon, c'est vrai que Doc pouvait pas rester mort, quoi, on va dire. Rester mort, c'était ça. Donc il repart vers le futur et puis on voit l'éclair là quand la DeLorean repart, puis ça fait un éclair. D'ailleurs, il y a une scène qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai revu la scène où il y a, parce que c'est Einstein qui voyage dans le temps en premier, hein. Donc Einstein, ce chien éminemment sympathique, qui est très attachant aussi, il trace des flammes, mais ça passe en dessous de Michael J. Fox, mais ça le brûle pas. Ouais, en dessous de leurs jambes. C'est une scène. T'as remarqué ? C'est une scène qui a été rajoutée après parce qu'ils trouvaient que le voyage temporel, ça donnait pas assez de visuel. Donc, du coup, en post-prod, ils ont rajouté des flammes, mais ça passe sur leurs jambes. Ouais, mais ça brûle pas les pantalons de Michael J. Fox. Non. C'est ça qui est bizarre, quoi. On voit bien, mais c'est pas grave, quoi. C'est un petit détail. Hein, puis tu parlais de la fin où il retourne vers le futur, comme tu dis. Ouais. Et c'est la fameuse phrase. Là où on va, on n'a pas besoin de. Ça, c'est excellent parce que. Phrase culte. Ça, c'est excellent parce que tout d'un coup, t'as la voiture qui décolle, les roues se lèvent, et puis. D'ailleurs, il dit on n'a pas besoin de route, mais il n'y a pas eu de problème pour voyager dans le temps quand il est parti de nuit, là. Il n'y a pas eu de problème de 88 miles, parce qu'il faut rappeler aussi la limite de 88 miles. 88 miles, tu vois ce que je veux dire. Il les a atteints sans problème au bout de la rue, quoi, on va dire. Bon, là, Marty dit ouais, on n'a pas c'est pas assez large, mais si, c'est assez large pour moi, mais bon. Je me perds dans mes détails, c'est comme ça. Donc, hop, ça finit comme ça, et justement, il devait pas y avoir de suite. Ils n'avaient pas prévu de faire de suite, donc c'est un petit peu le statut culte du film, je vais dire, qui a amené le
studio Amblin à produire cette suite en 89. Alors là, on a une suite qui est quand même plus science-fictionnesque, dans le sens qu'on arrive en 2015 et on découvre un futur qui s'est adapté avec... je me rappelle de cette scène qui préfigure déjà le cinéma en 3D, par exemple. Ouais, avec Jaws 19. Avec ce requin qui est dégueulasse d'ailleurs pour moi. The Meg. Ce gros requin qui va avaler Michael J. Fox d'ailleurs. T'as aussi les véhicules. D'ailleurs, je crois que t'as un exemplaire du spinner de Blade Runner, parce que t'as pas mal de... Il y a plein d'easter eggs dans ces films-là. Hein. Quand t'es par exemple dans le Café 80, tu sais, avec... D'ailleurs, l'un des gamins, c'est Elijah Wood. D'accord. Ouais. Et quand il fait un jeu d'arcade, avec t'as l'impression que maintenant c'est un peu la même influence qu'il y a sur le... C'est-à-dire que la mode des années 80, elle revient un petit peu à la mode, quoi, tu vois. Les jeux d'arcade reviennent à la mode, le rétro gaming revient à la mode aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu visionnaire dans ce film, finalement? Non, parce que Michael Jackson il est mort. On n'a pas de voiture volante. Voilà, c'était 2015, je vous dis pas, mais on en parle du Covid ou pas? Il y a un côté visionnaire par un petit peu l'aspect social, pas par la technologie, parce que de toute façon, là, apparemment, les hommes ont quand même évolué, parce que faut rappeler que dans le premier film, Doc devait quand même servir du nucléaire pour faire fonctionner sa machine. Là, c'est différent, il y a un réacteur écolo, on va dire. Écolo. Il y a juste à mettre des déchets, des vieilles bananes et tout, et puis ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce côté-là, apparemment, il y a vraiment une évolution de ce côté-là de l'homme, tu vois. Pour ça, il y a un côté positif. Maintenant, bon, l'histoire, c'est qu'il doit empêcher son fils d'aller en prison, c'est ça un peu l'histoire. Ouais. Donc il arrive à inverser la tendance, mais entre-temps, il y a un problème avec le vieux Biff Tannen qui découvre que la DeLorean peut aller dans le temps, et donc il récupère un almanach qui donne des... Ce qui est un paradoxe en lui-même, parce que le but, c'est de jamais perturber l'histoire, et puis là, Doc, il dit à Marty, bah viens, on va perturber l'histoire. Hein. Bah quand même, déjà, il l'a déjà fait en 55, hein, je suis désolé. Le fait qu'il soit arrivé là pour remplacer son père... Non, mais je veux dire, là, d'habitude, Doc, il dit, faut pas intervenir dans les affaires du temps pour pas perturber le continuum espace-temps. Ouais. Et là, c'est ce qu'il lui propose directement. Ton fils, c'est un tocard. Il viole toutes les règles de la fédération. Là. Ce qui fait que, il arrive quand même il y a plein de gags, une fois de plus, hein, la maison des McFly, tout ça, Michael J. Fox qui incarne le fils, la fille... le vieux, père, la famille, quoi. Enfin, sauf les vieux, mais... Ouais. Et puis, un nouveau problème, c'est que maintenant, il est un petit peu plus impulsif. C'est-à-dire que quand on le traite de mauviette, il réfléchit plus, puis il fait n'importe quoi. Voilà. C'est un peu... ce qui vaut d'être viré de son pays. C'est un peu Sarkozy, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et puis, la deuxième partie, c'est que il revient en 85, mais c'est plus le 85 qui a connu. Donc là, il y a une autre ligne temporelle qui s'est créée. Et il apprend justement que que le vieux Biff est retourné en 55 pour donner un almanach. Pour que son jeune Biff... Attention, il faut bien suivre. Donc, si vous voyez le film, c'est pas... il est parti se donner l'almanach à lui-même, Donc, pour qu'il joue les bons numéros et qu'il devienne ultra milliardaire. Voilà. Donc, lui, du coup, quand il a l'argent, il a tout modifié à son image. Il est devenu un gros mania de la finance. Ouais, c'est devenu une dystopie. Hein, complètement. Voilà. Donc, il y a un autre présent alternatif. Et ce qu'il faut, c'est que... mais là, ça crée aussi un problème de paradoxe pour moi. Parce qu'à partir du moment... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à partir du moment où le vieux Biff a donné l'almanach en 55, ça alterne le 85, mais ça alterne pas le 2015. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, dans une scène coupée, on voit le vieux Biff disparaître de 2015. Parce que, comme quoi, ça a été alterné, mais qu'il y a un décalage dans le temps. D'accord. Un peu comme quand Marty, que la mère de Marty tombe amoureuse de son fils. Tu vois, petit à petit, tout le monde disparaît. Ouais. Et il y avait une scène coupée, donc dans cet épisode-là, on voyait le vieux Biff disparaître petit à petit. Facilité scénaristique aussi, il faut le dire. Ah aussi, oui, c'est normal. Que le temps agit comme une vague. C'est-à-dire que plus on va traîner, et plus le temps va se réajuster. C'est ça que tu es en train de dire, quoi, en fait. Ah, ça, je serais pas de dire, non. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont essayé c'est un peu comme ça, quoi. Ils ont essayé de dire que, voilà, la conséquence, c'est Biff est en train de disparaître parce que, peut-être que ça remplace la ligne, mais ça, on peut que supposer. Parce que, normalement, si t'as une ligne temporelle qui est fixe, si elle est changée, tout ce qui est au-delà, il change aussi, c'est logique. Je sais pas, j'ai jamais... On va partir dans des théories d'Einstein. Je peux pas vous dire, j'ai jamais voyagé dans le temps. Non, je veux dire, mais si on part d'une certaine logique, on va dire, sans rentrer dans les explications scientifiques. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais bon, facilité scénaristique oblige, peuvent quand même retourner dans le temps et puis revenir en 55 pour essayer de rétablir la ligne temporelle. Et là, c'est le bordel parce qu'ils se croisent et tout ça, donc voilà, quoi. Ils croisent leur propre version d'eux-mêmes. C'est ça. Donc Marty qui croise Marty, avec un jour de décalage, et Doc qui croise son Doc du passé. Quand tu vois le Doc du 55 et celui du 85, tu vois pas la différence pour moi. Ah non, parce qu'il est revenu de sa chirurgie, donc il est plus vieilli, tu vois. C'est en plus. Mais ils y arrivent, mais il y a une espèce d'accident à la fin qui fait que le Doc est projeté en 1885. Ouais, il se prend la foudre.
Effectivement. Donc là, on a toujours une espèce du principe du serial, c'est-à-dire que dans le premier, ça finissait sur un cliffhanger. Dans le 2, le cliffhanger est encore plus accentué. Là, il va découvrir que au début du 3, qu'en repartant il va repartir vers le futur, mais il apprend que Doc risque de mourir d'ici une semaine, si je me souviens bien. Voilà, une semaine après avoir envoyé la lettre. Donc lui, il décide de se déguiser avec un costume de cow-boy, mais complètement ridicule. Un cow-boy des années 50, hein. Mais ringard, ringard, complètement rose. ringard. Donc lui, ça va, il va repartir en 1885, donc s'il pousse à aller encore plus loin dans le passé. Et puis là, il y a toutes les références, hein. Il y a aussi bien du Jackson que du Clint Eastwood, quoi. Ouais, puis les cow-boys, les Indiens, la cavalerie, on a tous les trucs qui arrivent, quoi. C'est ça, c'est l'attaque de la diligence, mais non, c'est pas la diligence, c'est le train. Donc voilà, tous les trucs du western, quoi. L'archétype du film de western avec tous les poncifs, quoi, limite. Et puis encore des références au film de Clint Eastwood que Biff regardait, il disait c'était quel putain de bon film. Ouais. Il y avait d'ailleurs un extrait pour une poignée de dollars ou quelque chose comme ça qui est en train de regarder dans le 2, il me semble. Ah, je serais pas de dire le titre, mais tu vois, et ça revient dans le 3, tu vois, tous les trucs. Enfin comme bref, ça. Marty est habillé comme Clint Eastwood, hein. Il y a le même chapeau, il y a le même poncho et tout. Ouais, quand il peut changer. Ouais, parce que il est encore malmené par l'ancêtre de Tannen, comme de bien entendu. Buford Molos Tannen. Tannen, ouais. C'est Buford, je crois que c'était Buford Griff, Molos. Je me souviens plus. Mais en tout cas, il est avec sa bande et puis il fait le moonwalk. À un moment, quand il danse pied tendre, il danse. Et il lui envoie le truc plein de crachats sur la gueule. Puis voilà, ils s'en prend plein la gueule, Tannen. C'est trop marrant. Donc, de fil en aiguille, puis il se passe que Doc rencontre cette institutrice, Clara, je crois son prénom. Clara, ouais. Mais je me rappelle plus du nom. Non, enfin bref. Donc, il tombe amoureux, et puis voilà, quoi. Et puis, finalement, il est un petit peu désolé, Doc, parce qu'il veut pas la quitter, mais il doit revenir quand même, parce que sinon, ça va, une fois de plus, briser le continuum espace-temps. Continuum espace-temps, comme il dit si bien. Donc, il y a cette fameuse scène où ils ont plus de réservoir, donc il faut qu'ils trouvent un moyen de propulsion. Le réservoir, il a été percé lors de la course-poursuite avec la cavalerie. C'est ça. Et voilà, hop, donc il faut une propulsion, et puis ils vont prendre un otage, une locomotive, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien fait aussi, ça. Ouais, c'est super bien fait. Au niveau du suspense, c'est top. C'est au niveau de filmer ça, puis finalement, mais ils doivent y arriver parce qu'apparemment le pont il est pas encore construit d'après ce que je suis. Voilà, s'ils y arrivent pas avant la fin du pont, hop, la voiture s'écrase. C'est le plongeon, quoi. Mais bon, ils y arrivent bien sûr, y a pas de problème, hein. Mais le suspense c'est vraiment bien construit, quoi. Je veux dire à ce niveau-là. Voilà, donc il revient. Au moment où Marty revient, t'as le train qui arrive et tu dis ça y est, c'est bon, c'est la conclusion du film, c'est la conclusion là. La DeLorean se fait cracher, écraser, il y a plus rien du tout, quoi. Ouais, elle se fait défoncer par un train de marchandises. Bon, tu te dis, c'est fini, quoi, c'est terminé. Voilà. Quoi. Puis tout d'un coup, t'as une espèce de train qui arrive. C'est le train. En fait, t'as les barrières qui commencent à sonner, ding, 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 puis qui se baissent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Puis tout d'un coup, je te laisse la suite. Ouais. Tout d'un coup, t'as une super locomotive. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu, tu sais, c'est un peu inspiré du courant steampunk. Ça fait exactement steampunk. C'est la locomotive vraiment rétro, mais avec la technologie futuriste, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça. Puis lui, il arrive, Doc, il est content parce qu'il a retrouvé Clara. Ils ont 2 enfants qui s'appellent Jules et Verne, donc c'est son auteur préféré. Moi aussi, j'adore Jules Verne. Et puis à la fin, on voit ce train qui décolle parce qu'il a déjà été vers le futur. Il dit où vous allez, Doc, dans le futur? Il fait le futur. Je reviens du futur. Donc t'as cette locomotive en numérique qui est pas trop dégueulasse. Pour l'époque, ça allait. Ouais, c'était pas trop. Même encore maintenant. Hein. Donc c'est une locomotive, puis elle va vers l'écran, puis ça y est, la trilogie se termine. Moi, j'ai pas à me plaindre de la trilogie, même si je trouve que le 3 est un peu plus faible que les autres. Après, je termine pas là-dessus. Hein. Je sais bien, on va revenir. On termine sur les films, après on va revenir sur... Non, je te parle du film, il se termine pas là-dessus. Il se termine sur le fait que Marty a enfin compris que si on le traitait de mauviette, c'était à lui de pas surréagir, de temporiser, parce qu'à la fin, il a pas l'accident de voiture. Et il est plus viré. Oui. Parce que Doc lui dit que le temps... Ouais, mais ça c'est avant la locomotive. C'est avant la locomotive? Ouais, c'est avant la locomotive. Ça termine par la locomotive. Parce que là, c'est... Tu as raison, c'est Marty qui a fallu qu'il voyage dans le temps pour dire que vouloir à tout prix défendre ton honneur, des trucs comme ça, ça vaut peut-être pas le coup, et que des fois que tu laisses pisser et tout va bien pour toi. Ouais, il y a cette scène où il est prêt à faire la course avec son affreux, là, l'affreux. Ouais, avec Needles. Ouais, qui était son collègue dans le futur, son patron, ou je sais pas quoi, dans le futur. Son collègue. Donc Needles, il est un peu con, il est débile, de toute façon, on voit sur sa tête. Et puis Marty, lui, il joue la feinte. C'est-à-dire que s'il avait répondu parce qu'il a perdu sa main. Dans l'accident, qui a pas eu lieu. Donc s'il a sa main, c'est-à-dire qu'il a encore changé le futur, lui. Ouais, c'est le papier, il s'efface. Vous êtes viré, il s'efface. Et pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer à faire des guitares aussi.
ouais. Peut-être qu'il va peut-être changer de carrière du coup. Mais ça veut dire que voilà, il a appris que, enfin, il a mûri. Marty, à l'âge de 16 ans, voilà, les voyages dans le temps qu'il a fait, a appris à le mûrir et à temporiser son caractère. Et ça, c'est un peu du fait qu'il a tellement été provoqué dans le western qu'il est passé à côté de la mort, et ça lui a fait prendre conscience que. Ouais, puis il a tellement été provoqué qu'il y a puis ses ancêtres lui ont transmis la leçon que les paroles s'envolent et tout le reste reste. Et puis, ouais, tu vois, il a retenu la leçon, il a évolué. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution de Marty McFly sur les 3 films. Voilà, sur les 2 derniers. Ouais. Dans le premier, on n'entend pas tout ça. On va dire que, bon, c'est vrai que il reste un petit peu fixe, mais après, il y a des différences. On va dire que la trilogie, dans son ensemble, elle tient la route, elle est toujours agréable. Moi, quand je vois le premier, généralement, j'ai envie de regarder les 2 autres. Et ben, ça n'a même pas trop mal vieilli. Ouais, c'est resté vraiment d'un point de vue esthétique, on va dire, les effets spéciaux, ils ont pas trop mal vieilli. Non, ça va. Bon, moi, au niveau d'interprétation, j'ai rien à dire parce que Michael J. Fox, il est toujours juste. Il est pas dans le surjeu, jamais. Voilà, Lloyd, il est dans le surjeu, mais ça le fait. C'est obligé, ça. Mais je veux dire, ça le fait, quoi. Ouais, ça c'est. Voilà, Tannen, je suis désolé, il tient le rôle aussi. Celui qui joue Tannen. C'est le pire, lui. Hein. Même quand il est en Beaufort de Molos Tannen, je veux dire, dans ses grimaces et tout. Il a une tête sur ça s'est marqué sur son visage que c'est le méchant, quoi. Ah ouais. C'est c'est sûr qu'on a là l'archétype vraiment du bof, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, quoi. Puis bon, le reste, on voit la mère de Marty qui apparaît dans les 3. Par contre, le père de Marty, il apparaît que dans le 1 parce que dans le 2, il y a eu des problèmes pour qu'il revienne. La petite amie qui change dans le 1 et le 2 et 3, c'est pas la même. C'est pas la même. Dans le deuxième, c'est une actrice qui est un peu plus connue, qui a eu plus de carrière. Non, au niveau spéciaux, c'est Industrial Light and Magic, donc c'était quand même la pote de Lucas à l'époque qui s'occupait de tout ce qui est, on va dire, d'animation numérique. Ouais. Donc voilà, ce qui fait que ça n'a pas pris tellement de rides. Non, puis ça a mis des bases dans la SF en plus. Ouais. C'est un film qui est basé maintenant, qui est dans la SF, on a beaucoup de références. Bien sûr. À Retour vers le futur, donc il a marqué son époque et il perdure dans le temps. C'est un film qui est quand même assez référentiel, on va dire. Je pense notamment La Machine à explorer le temps, le film des années 60, tu vois. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là. Ouais, je l'ai vu, où c'était pas les Morlocks. Ouais, c'est ça, les Morlocks et les Eloy. Donc il voyage dans sa message, sa machine avec le truc qui tourne, tu sais, autour. Là. Ça, c'est un petit peu référentiel. Maintenant, on a des références de culture geek, style Vador, Vulcain. Valdor de la planète Vulcain. Ouais. Vador, pas Valdor. Après, voilà, les trucs du Far West où les clichés du Far West où ils boivent de l'alcool qui dissout le bar, quoi, tu vois. Quand ils font tomber des gouttes de whisky qui arrachent le moteur de la voiture. On peut souligner aussi la musique de Alan Silvestri parce qu'elle est vraiment culte, le thème est vraiment culte. Et d'ailleurs, Alan, vous le verrez dans membre du jury dans le numéro 1. C'est l'un des 3 membres du jury qui dit c'est assourdissant. Non, tu confonds avec Huey Lewis. Ah, avec Huey Lewis. Donc en fait, Alan Silvestri, c'est celui qui a fait la musique de. Ah, d'accord. Attention YouTube. On l'a chanté, YouTube nous emmerde pas. Et Huey Lewis, c'est Power of Love, par exemple. Power of Love, ouais. J'ai confondu les deux. Huey Lewis, effectivement, comme tu le disais, il est dans les jurys, puis il faut la gueule parce que Marty se déchaîne sur scène, quoi. Ouais, parce qu'il dit que c'est assourdissant. Mais c'est de la musique moderne parce que c'est Van Halen, c'est un peu inspiré de Van Halen, quoi. Et d'ACDC, quoi, des grands groupes. Ça fait penser à Thunderstock ou des trucs comme ça. Donc, Alan Silvestri, moi je vais citer quelques références. Il a fait notamment la musique de Predator avec Schwarzenegger, qui n'était pas trop mal non plus. Et puis il y a un petit peu rattaché aussi à quelques films de Robert Zemeckis. Donc une très bonne trilogie. Moi, mon préféré, c'est le 2, je sais pas pour toi. Ah, moi j'ai bien la découverte du 1. Le 3, ça fait plus western, donc il y a moins de SF. Mais c'est vrai que le 2, t'as de l'anticipation entre guillemets dedans. Et puis, nous, comme on a survécu après 2012, après la fin du monde, donc ça va, on a pu voir 2015. Et du coup, c'est bien de voir comment ils s'imaginaient à l'époque, quoi. En 90, les années 2000. Maintenant, ça devient une dystopie vu que c'est un futur alternatif, quoi. On va dire. Pour dire que on a quand même quelques. Je vais venir par étapes si tu veux bien, parce que je voudrais revenir un petit peu sur la genèse du scénario, parce que au départ, on avait 2 écrivains, donc 2 scénaristes, qui sont Bob Gale et Robert Zemeckis, qui voulaient faire un film sur la jeunesse de leurs parents, justement, donc en rapport avec les parents de Marty. Ils voulaient écrire une histoire de remontée dans le temps qui se situait déjà dans les années 50. Et est-ce que tu sais, comme ça de mémoire, quelle était la première forme de la machine à explorer le temps avant la DeLorean? Oh non, je ne saurais pas le dire, ça. Donc je vais te donner un indice, c'est que Indiana Jones s'en est servi dans un mauvais épisode, on va dire. Un frigo? Oui. Oh merde. Donc en fait, c'est un concept qui a été repris par Spielberg pour Indiana Jones 4. Ouais, non, le projet Indiana Jones 4, parce qu'il n'est jamais sorti le film. Disons qu'il fait partie d'une réalité alternative. Voilà. Un peu comme la post-logie, tu sais. Cet épisode 7, 8, 9. Là. De quel film tu parles? Les auditeurs auront compris.
un frigo, un peu bizarre comme idée. Donc un frigo qui fonctionne au nucléaire. Et en fait, le principe, c'était que Marty revenait dans les années 50 et ils avaient un contexte historique parce que, je sais pas si tu as entendu parler des essais nucléaires dans le Nevada, par exemple, où ils faisaient péter des bombes en plein désert, quoi. Ouais, si, c'est connu, ça. Ce qu'ils devaient faire, c'est que Doc et Marty, c'est qu'ils devaient mettre le frigo à proximité d'une bombe nucléaire atomique qui aurait provoqué cette histoire de 2,21 gigawatts pour les renvoyer dans le futur, justement. C'était quand même assez absurde, je trouve, comme idée. Ouais, puis t'aurais tous les gosses qui seraient enfermés dans les frigos. Hein. Ouais, c'est ça aussi cette histoire. C'est ça aussi qu'ils ont arrêté. Donc finalement, ils ont opté pour l'éclair qui tombe sur l'hôtel de ville pour transmettre via le... Voilà, quoi. C'est un peu mieux. On a évité cette histoire de frigo. Par contre, on l'a pas évité pour Indiana Jones 4, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment au niveau du ridicule. Enfin, si on en parlait de cette scène, mais je crois que c'est l'une des pires scènes du film, quoi. Je crois que c'est une pire des... Avec les singes et les fourmis. Ouais, je préfère encore les scènes des singes et des fourmis que la scène du frigo. Voilà, c'est un petit peu pour rappeler quoi. Donc Michael J. Fox n'était pas non plus le premier, a eu beaucoup de difficultés à se joindre au tournage parce qu'il est en train de tourner. C'est un peu, tu sais, ça rejoint un peu ce que je disais sur Tom Selleck, sur Indiana Jones. Il était pris par la série Magnum. Il a pas pu tourner dans Jones. Donc lui, c'était un peu la même histoire. Michael J. Fox, c'est-à-dire qu'il tournait une sitcom qui s'appelait Sacrée Famille, qui a été diffusée sur la 5 et dans le Club Dorothée apparemment. Et ça a duré 7 ans cette histoire, cette série. Et lui, il pouvait pas se libérer. Donc ils ont fait appel à un comédien qui s'appelait Eric Stoltz, qui avait apparemment un rôle assez marquant dans un film qui s'appelle Masque, rien à voir avec la série. D'ailleurs, la DeLorean, elle fait un peu penser tu sais, la voiture rouge dans Masque. Mais on va pas s'éloigner, parce qu'on s'éloigne beaucoup depuis tout à l'heure. Hein. Donc Eric Stoltz, le problème c'est qu'il y a eu 4 semaines de tournage, et au bout des 4 semaines, Spielberg n'est pas du tout content de la prestation de l'acteur. Il fait des pieds et des mains pour que Michael J. Fox revienne. Ce qui s'est passé, c'est que Michael J. Fox, alors d'après ce qu'il dit, c'est qu'il tournait le jour, il tournait dans cette sitcom, et la nuit, il tournait dans Retour vers le futur. Retour vers le futur. Ouais, comme il y a beaucoup de scènes de nuit dans Retour vers le futur d'ailleurs, ou des scènes d'intérieur, ça arrangeait bien le planning, la production, quoi. Ouais, aussi. Voilà, un peu sur Eric Stoltz. Christopher Lloyd, je veux dire, ça tombe sous le sens que c'était un peu lui il a la tête de l'emploi. Ouais. Puis il y a quelques clins d'œil. Alors je pense notamment à Ready Player One, par exemple. Ah, je connais pas non plus. Mais bon, notre héros emprunte la DeLorean, bien sûr, hein, comme c'est Amblin et que c'est Spielberg, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les droits, on va dire. Et il y a une petite scène, je sais pas si tu connais ce film Albert à l'Ouest, avec Seth MacFarlane, tu sais, celui qui produit celui qui a fait The Orville. Ouais, c'est ça. Alors la scène, je serais pas à te le dire. Elle est sur YouTube. J'ai vu que 2-3 scènes. Alors je te raconte, il arrive dans une bourgade, tu sais, western. Il est sur une cabane, puis tout d'un coup, il voit que la cabane, elle s'illumine. Ça fait du bleu, quoi, tu vois. Donc lui, il est curieux, il va voir. Et puis tu vois donc Christopher Lloyd en train de bricoler sur la DeLorean. Non, je ne connais pas. Il faudrait que tu la regardes parce qu'elle est marrante cette scène. Mais voilà quoi. Et il dit qu'est-ce que vous faites ? Ah bah je suis en train de monter un fer à cheval ou une diligence, ou je suis en train de monter une diligence ou un truc. C'est rien, tout va bien quoi. Puis après il s'en va quoi. Mais c'est un petit caméo sympathique quoi, avec Christopher Lloyd dans une prestation on va dire de une trentaine de secondes quoi. Parce que bon c'est vrai qu'ils ont fait plein de pubs, même quand Michael J. Fox est revenu. Et maintenant on va peut-être enchaîner sur la partie je veux dire univers dérivé entre guillemets. Parce que peut-être que toi, tu as suivi la série animée qui est arrivée en 91-92. J'ai vu quelques épisodes. Je l'ai pas suivi, mais j'ai vu quelques épisodes. Et alors, parce que moi, j'en ai vu que 2. Donc, bah, t'as rien raté. Je veux dire, c'est des copier-coller. Le méchant, c'est toujours Biff Tannen. C'est toujours Biff Tannen. N'importe quelle époque où ils vont, c'est Tannen. Il y a des scénarios qui sont un petit peu abracadabra dans cette série. Moi, je trouve qu'il y en a un. Là, j'ai lu un petit peu les résumés vite fait. Il y en a un où Doc était catcher. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode. Non. Bah, apparemment, il était dans sa jeunesse, il était catcher. Non, moi, je me souviens que de celui où c'est un conte de Noël, là, où Biff Tannen, il rencontre les esprits du passé, du présent et du futur. En fait, c'est Marty sur son hoverboard. Ouais. Ça, c'est Scrooge. Ouais, voilà, il y a un truc à Scrooge. Puis c'est beaucoup autour des enfants de Doc, les histoires apparemment. Ouais, beaucoup sur Jules et Verne. Ouais. Au moment où ils font un arbre à billets, et puis Tannen, il vole les billets de l'arbre à billets. Donc le méchant Tannen est toujours là, quoi. Ouais, toujours en train de faire des trucs de Tannen. Donc c'est un peu comme la série Highlander ou la série Robocop, ça n'a aucun intérêt, quoi.
ça a encore moins d'intérêt qu'une série Robocop ou Highlander. Bah alors, je parle surtout de la série animée. Hein, je parle pas la série animée, elle a aucun intérêt. Donc on passera, quoi. C'était juste pour faire l'anecdote, on va dire. Après, il y a eu une attraction qui s'appelait Back to the Future, The Ride, en 91. Là aussi, il y a une petite intro. Tu sais, c'est un petit peu... Ça fait penser au Star Wars Tour. Ouais, les Universal Studios, ils avaient fait une attraction T2 3D, tu sais, Battle Across Time. Je sais pas si tu l'as vu. Donc là aussi, il y a une petite présentation d'une demi-heure de Christopher Lloyd. Encore une fois, c'est Biff Tannen, donc il vole la DeLorean. Et toi, en fait, tu traverses différentes époques. Toi, t'es dans le Star Tour, comme tu dis. Enfin, t'es dans une DeLorean qui est plus grande. Et toi, tu poursuis Biff Tannen. Alors, t'es en 55. Après, tu es en l'an 0. Après, t'as une espèce de dinosaure qui essaye de t'attraper à un moment. Jurassic Park. Voilà, donc déjà une première référence. Et bon, elle a duré quelques temps, mais ça n'a pas... Ils ont fermé parce que bon, ça n'avait plus trop de succès. C'est tout, quoi. Je pense que j'ai un peu parcouru la licence. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à annoncer ? Non, bah après, ils parlent de faire un retour vers le futur 4, Enfin, ils en parlent depuis des années et des années. Ça fait longtemps, hein. Mais je veux dire, c'est un peu comme Duke Nukem, on n'en voit jamais la fin, quoi. Et puis, il y a un problème aussi, c'est que Michael J. Fox n'est plus très en forme non plus. Ah, Michael J. Fox, c'est Parkinson, c'est ça ? Donc il est vraiment très 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 atteint. Ils étaient revenus pour un truc dans un show, mais je sais plus lequel, où ils parlaient justement de l'iPhone à l'époque. Donc on avait des super calculateurs dans nos poches maintenant. Et ils disaient, qu'est-ce qu'ils font avec ? Bah, ils regardent du porno. Et ça m'a fait péter de rire. Et déjà, Michael J. Fox avait beaucoup de mal à se contrôler ses gestes. Parce que bah, forcément, il doit faire des grands gestes. Il a un peu déformé de sa bouche, tu sais. Même dans Spin City, déjà, il avait du mal à contrôler ses gestes. Et là, il est complètement dévoré par la maladie, quoi. Bon, si je pourrais parler un petit peu aussi de Michael J. Fox, il y a eu une belle carrière quand même. Parce que bon, s'il a fait beaucoup de comédie, entre guillemets, on va dire, c'est un acteur qui s'est quand même un peu cantonné dans la comédie. Bon, je pense à Teen Wolf, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Ou Fantôme contre Fantôme. Ou, ça, je l'ai pas vu. Mars Attack aussi. Ah, il était dedans, Mars Attack ? Ouais, il est dedans aussi. Il y a plein d'acteurs là-dedans, il y a Nicholson, tout ça. Il y a aussi La Manière Forte avec James Wood qui est excellent, je trouve. Mais il y a un film qui est dramatique, qui est signé Brian De Palma avec Sean Penn, qui se situe pendant la guerre du Vietnam. Et là, il a un vrai rôle dramatique et c'est un film qui est assez dur sur une troupe de soldats, bon, qui commettent un viol apparemment sur une locale. Et lui, il doit dénoncer ses collègues. Et donc, il y a toute une espèce de litige, je dirais, intérieur qui se... Et là, on voit qu'il fait l'acteur. Il se contente pas que de faire de la comédie, quoi, d'être rigolo. C'est vraiment dramatique comme film. Ce qui permet de voir qu'il y a plusieurs, on va dire, franges dans son métier, ou dans son talent d'acteur, parce que des fois, des acteurs, comme tu prends Jim Carrey, il a du mal à sortir de certains rôles. Ouais. Dans numéro 23, ça avait été. Quoique dans Truman Show, je trouve que... Dans Truman Show, ouais, ça a donné notre expérience. Ah, ouais. Mais t'as des acteurs comme ça qui sont cantonnés à des catégories, et ouais, quand on leur permet de sortir de leur catégorie, des fois, on a des bonnes surprises. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, pour Christopher Lloyd, j'ai pas beaucoup. J'avais cité La Famille Adams, les 2 épisodes. Il joue aussi dans Roger Rabbit, dont on parlera tout à l'heure. Ouais, dans Roger Rabbit, ouais. Il joue aussi dans Star Trek 3. T'as pas vu Star Trek 3 ? Si, je l'ai vu, mais je me rappelle pas. Alors, lui, c'est le chef des Klingons du vaisseau Klingon. D'accord. Donc, il est fort grimé. Il faut vraiment le reconnaître, quoi. Il y a plein de... Enfin, avec la chevelure et les bosques sur le visage, il est quand même assez difficilement reconnaissable. Mais on voit que c'est Christopher Lloyd quand même. Voilà, quoi. C'est pas non plus... je vais conclure comme ça, parce que sinon, je vais en avoir pour des heures de parler sur les carrières des acteurs. Je pense qu'on a fait le tour qu'il fallait. On a bien parlé sur Retour vers le futur. Et est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur la deuxième grosse licence, je dirais, c'est Gremlins de Joe Dante.